Bien, bonjour à tous. Donc on va commencer le webinaire. Donc on accueille aujourd'hui pour faire cette présentation donc Anthony Lelarge de l'ADEME et Julien Simon de BPI France. Donc ils vont vous présenter le concours d'innovation Innov, qui est donc la quatrième vague du concours d'innovation qui s'adresse aux PME. Donc Anthony, à toi la parole. Merci beaucoup, bonjour. Oui, alors, on vous entend. Juste un rappel pour les participants. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper vos micros et passer par le chat pour poser vos questions? Merci beaucoup. Merci. Donc, oui, effectivement, le concours d'innovation vague 4, donc avec ce nouveau nom Innov, a été ouvert en juillet avec une clôture en octobre. L'idée est de vous faire une présentation assez macroscopique du concours d'innovation et en particulier de cette vague 4 et ensuite de pouvoir échanger avec vous sur les questions que vous pourriez avoir dans le cadre du dépôt de dossier. Alors, pour commencer, un petit historique et un rappel des objectifs du concours d'innovation. Comme l'a dit Geoffroy, le concours d'innovation est réservé aux PME et on se positionne plutôt sur des projets monopartenaires. Pour répondre à la question qui vient d'apparaître, oui, la présentation sera envoyée. Donc oui, c'est un dispositif réservé aux PME, sachant que l'objectif, c'est vraiment de permettre aux PME de développer des projets d'innovation pour amener des produits ou des systèmes, des services sur le marché. Pour que vous ayez un ordre de grandeur du taux de sélection sur cet appel à projet, vous constatez que sur la vague 1, on a eu 89 lauréats, toutes thématiques confondues, sur 473 projets déposés, et 65 lauréats dans la vague 2 sur 241 projets déposés. La variabilité des projets déposés dépend beaucoup des thématiques, puisque, on le verra à la slide d'après, on est sur un fonctionnement où les thématiques reviennent une vague sur deux. Donc typiquement les thématiques de la vague 3 s'approchaient des thématiques de la vague 1 et les thématiques de la vague 4 rappelleront les thématiques de la vague 2. Du coup, en ce qui concerne les thématiques, on se répartit les thématiques entre les trois opérateurs que sont l'ADEME, BPI France et France Agrimaire. Concernant l'ADEME, on retrouve deux thématiques de la vague 2, la performance environnementale des bâtiments et l'économie circulaire. Vous trouverez le détail de l'ensemble de ces thématiques dans le cahier des charges de l'appel à projet. Mais pour résumer, sur ces deux premières thématiques, on reste sur les sujets de rénovation énergétique et environnementale du bâtiment, tous les sujets d'intégration numérique donc pour la construction et la rénovation, l'intégration des matériaux biosourcés ou géosourcés, ou encore des ENR. Et pour l'économie circulaire, on retrouve tous les sujets qui peuvent traiter de près ou de loin de la filière des ENR, donc voilà, de la filière amont jusqu'à la filière aval. Et deux nouvelles thématiques pour cette vague 4 concernant l'ADEME, l'adaptation au changement climatique, donc qui traite notamment de la prévention des risques, des solutions pouvant permettre justement l'adaptation au changement climatique dans la ville et le bâtiment, les problématiques de la mer et du littoral, ainsi que les problématiques agricoles et sylvicoles. Et enfin, la dernière thématique, ville en transition, qui, elle, traite à la fois des problématiques de mobilité, mais plutôt sur les services de mobilité ou les solutions de mobilité, plutôt que sur le développement d'objets de mobilité comme un véhicule, les problématiques d'espace public, ainsi que les data au service des systèmes urbains. Alors bonjour, donc Julien Simon de BPI France. Je vais rebondir sur les thématiques qui sont opérées par BPI France pour la quatrième vague. Alors on a une thématique espace qui est également en vague 2 qui revient. Elle est décomposée en deux grands axes. Le premier axe est plutôt sur le hardware, issu des satellites de moins de 100 kg. Donc on est sur les sujets New Space, avec à la fois des innovations sur le hardware en tant que tel et sur les process de production de très petits satellites. Il y a un deuxième volet qui est plutôt logiciel, c'est sur la valorisation des données issues du spatial. Donc c'est également un sujet qui est traité en vague 2. Donc là, l'objectif est d'avoir des solutions innovantes sur la valorisation des données spatiales. La thématique numérique Deep Tech est une thématique qui est très technologique. On cherche des projets numériques en rupture sur 4 domaines clés identifiés que sont le quantique, l'IA, la blockchain, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Donc sur cette fiche-là, le point d'attention, c'est une fiche très techno.
En termes de domaine applicatif, si le domaine applicatif est déjà traité dans une autre fiche, même si on est sur des questions numériques, le projet doit déposer sous la fiche dont le domaine applicatif le concerne. Maintenant, si on est sur des domaines applicatifs qui ne sont pas traités, mais des domaines technologiques identifiés sous numérique Deep Tech, il est possible de postuler dans cette fiche. Dans la fiche thématique santé, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une des fiches qu'on va aborder plus en détail, mais elle cible la chirurgie du futur. Et enfin, la fiche thématique French Fab, matériaux innovants. Donc là, on est sur une fiche qui va cibler les innovations portant sur des matériaux actifs et ou avancés, avec un point qui est important, c'est que comme c'est des matériaux sur lesquels la question du process de production sera importante, il faut que soit traité dans le cadre du dépôt, c'est-à-dire que dans votre réponse sur un projet innovant portant sur des matériaux actifs et ou avancés, les problématiques de process de production soient traitées. Enfin, il y a une dernière fiche thématique, mais là également, ce n'est pas forcément une des fiches qu'on abordera aujourd'hui, qui est sur les sujets d'alimentation intelligente et qui est opérée par France Agrimaire. Alors, les projets qu'on attend sur ce guichet. Un dernier point spécifique à la vague 4, il y a une fiche exceptionnelle Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui est prévue. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est une 10e fiche, ce n'est pas une fiche indépendante en tant que telle, c'est-à-dire que des domaines applicatifs qui pourraient intéresser les JO Paris 2024 ont été identifiés dans 5 fiches thématiques, à savoir les 4 fiches ADEME et la fiche numérique Deep Tech des BPI France. L'idée, c'est que les projets qui relèvent de domaines d'application intéressants, les Jeux Olympiques Paris 2024, déposent sous la fiche thématique qui les concerne derrière. C'est bien expliqué dans ce qui est annexé au cahier des charges. Les points d'attention, c'est que dans cette thématique, on est sur des innovations qui doivent être industrialisées à un horizon 2022 ou plus tard, donc c'est sur des projets qui ont un horizon de valorisation rapide. Et en cas de sélection du projet, il y a un accompagnement non financier complémentaire de la part du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc cette fiche complémentaire, la 10e fiche, elle vise bien à identifier des domaines d'application au sein des fiches thématiques des différents opérateurs, et tout ça est expliqué en annexe du cahier des charges. Le type de projet attendu sur cette 4e vague, donc c'est le même que sur les vagues précédentes. On est, comme l'indiquait Anthony, uniquement sur des projets portés par des PME, monopartenaires. Les projets qui sont présentés durent entre 12 et 36 mois à peu près. Ils représentent des montants de dépenses qui sont compris entre 600 000 et 5 millions d'euros. Les dépenses éligibles étant de manière assez classique sur les outils du programme d'investissement d'avenir, les salaires de personnel interne directement affectés aux travaux de R&D que vous présentez. Alors, il y a des frais connexes forfaitaires qui vont être pris en compte à hauteur de 20% des dépenses de personnel. Ça, vous n'avez pas le choix, c'est un taux qui est appliqué automatiquement. La sous-traitance, dès lors qu'elle est générée par le programme de R&D, est recevable, mais il faut faire attention. L'idée, c'est bien de vous accompagner, vous. Donc, ce qu'on attend, c'est maximum 30% de sous-traitance sur votre assiette de dépenses. La contribution aux amortissements qui sont générés par le programme de R&D est éligible, dans la mesure où vous présentez uniquement le prorata de la durée du projet. Et enfin, les autres coûts type achats consommables qui vont être consommés et ou incorporés du fait de votre programme de R&D sont également éligibles. Le type de financement qui va venir s'appliquer, on ne finance pas 100% des dépenses. Il y a une décomposition qui se fait selon la taille de la structure. Si vous êtes une petite entreprise, donc en caricaturant, si vous êtes moins de 50 dans la structure, le taux d'aide qui sera appliqué sur votre assiette de dépenses, pour rappel entre 600 000 et 5 millions d'euros, il est de 45%. Si vous êtes une moyenne entreprise, c'est-à-dire s'il y a entre 50 et 250 personnes dans la structure, vous serez financé à hauteur de 35% de vos dépenses. Une fois qu'on a appliqué ce taux sur votre assiette de dépenses éligible, le financement il va se décomposer en 2/3 de subvention et 1/3 d'avance récupérable. Alors la spécificité sur le concours, c'est qu'on va décomposer les projets selon qu'ils soient petits, entre guillemets, donc c'est-à-dire entre 600 000 et 1 million d'euros de dépenses, ou gros, c'est-à-dire entre 1 million et 5 millions d'euros de dépenses. Si vous êtes sur un gros projet, et on reviendra un peu plus tard dans la présentation sur la spécificité en termes d'instruction sur ces projets, il y a un intéressement pour l'État qui sera prévu. La façon dont ça fonctionne, c'est que sur votre assiette de dépenses éligibles, on applique donc les taux qu'on a indiqués. Vous serez financé à 2/3 de subvention, 1/3 d'avance récupérable. Sur le tiers d'avance récupérable, sous réserve que vous atteigniez un certain seuil de résultats économiques grâce au programme, il y aura un intéressement pour l'État de 50% du montant des avances récupérables. La façon dont ça fonctionne dans le temps, c'est qu'une fois que vous avez fini le programme de R&D, se passe à peu près 2 ans, vous remboursez d'abord le tiers d'avance récupérable, et sous réserve d'atteindre un certain seuil de résultats économiques, qui est défini pendant l'instruction, vous remboursez à l'État un intéressement de 50% du montant de l'avance récupérable.
Le versement des aides, il intervient de la façon suivante, c'est-à-dire sous réserve de la sélection du projet. On va mettre en place les contrats. Il y a une première tranche qui intervient, qui sera de 70% du montant de l'aide accordée au maximum, sachant que c'est capé à 200 000 euros. Selon la spécificité, on prévoit 1 ou 2 versements intermédiaires à peu près. Et enfin, il y aura un solde qui est de 20% minimum des dépenses du projet. En ce qui concerne les critères de sélection maintenant, donc pour rappel, on est sur un concours, donc vous allez déposer un certain nombre de dossiers. De l'autre côté, on a un budget qui est limité pour financer les projets, et donc ces critères-là vont être les critères qui conditionneront les projets qui seront retenus. On est sur le concours d'innovation, donc naturellement le caractère innovant du projet, la valeur ajoutée de votre projet sera un des premiers points qui sera regardé. Ce qui est important pour nous, c'est de bien comprendre comment votre projet se différencie de ce qui peut déjà exister. Et quand on parle, notamment vous le verrez dans le dossier de candidature de l'état de l'art, on ne parle pas forcément de l'état de l'art de votre société, mais bien de l'ensemble des solutions qui peuvent exister aujourd'hui pour répondre à un besoin donné, et dans quelle mesure votre solution peut apporter une valeur ajoutée par rapport à ce qui peut exister à date. Donc on est vraiment intéressé par cette analyse différentielle que vous pouvez nous proposer, qui nous permettra de bien identifier le caractère innovant de votre projet. Bon, alors après, en fonction des thématiques, effectivement, il y a des thématiques pour lesquelles l'innovation sera beaucoup plus technologique que servicielle ou d'usage ou d'organisation, et des thématiques où on aura la possibilité d'aller sur des sujets un peu plus soft. En ce qui concerne le deuxième point, la capacité du porteur à porter le projet, c'est effectivement un point important pour nous. La cohérence entre le dossier que vous déposez et la capacité de votre entreprise à porter ce projet. En caricaturant le propos, si vous déposez un projet de 5 millions d'euros avec une entreprise de 2 salariés, il sera important de nous montrer dans quelle mesure vous aurez la capacité de porter un projet aussi important. Donc a priori, on n'a pas d'exclusion de ce type de projet en allant dans les extrêmes, mais en tout cas, il va falloir nous démontrer comment vous êtes en mesure de porter des projets d'innovation à côté d'autres activités que vous pouvez éventuellement avoir, et donc de bien justifier, si jamais vous devez monter en puissance au cours du projet, comment vous envisagez de recruter des gens, comment vous envisagez d'avoir votre plan de financement pour assurer le financement complémentaire à l'aide qui vous sera apportée pour réaliser le projet. Le troisième point, qui est l'impact économique du projet, même si on parle de concours d'innovation, pour nous, il est important que ces projets permettent le développement économique de votre entreprise, de vos entreprises. Et donc, on choisira principalement les projets qui démontrent aussi leur capacité à amener quelque chose sur le marché et qui vous permettraient à l'issue du projet, alors peut-être pas directement à l'issue, mais dans un avenir proche, de mettre sur le marché des systèmes ou des produits qui généreront du chiffre d'affaires pour vous. Et donc cet aspect-là, il est important pour nous. On sera très attentif aux hypothèses que vous nous présenterez pour justifier des chiffres d'affaires que vous présenterez dans le business plan. Le dernier point, l'éco-conditionnalité, donc un terme un petit peu barbare qui regroupe tous les critères que l'on peut avoir pour justifier de la capacité de votre projet à participer à la transition énergétique et environnementale. Donc on comprend que vous ne pouvez pas traiter tous les sujets, mais on est intéressé par savoir dans quelle mesure votre projet peut, par exemple, améliorer la qualité de l'air, améliorer la qualité de l'eau, améliorer des problématiques, notamment on parlait des sujets d'urbanisme tout à l'heure, enfin en tout cas tout ce qui peut participer à la transition énergétique et environnementale. Vous trouverez le détail encore une fois dans le cahier des charges de l'appel à projet. Et le dernier point, concernant la labellisation, puisque aujourd'hui on est accueilli par Moveo, même si elle est optionnelle, pour nous la labellisation est un point important puisqu'elle nous permet de voir que vous êtes déjà passé par les fourches codines du pôle, qui a également cette capacité d'analyse sur l'ensemble des points qu'on vient d'évoquer, et également une capacité de conseil par rapport au dossier que vous leur présenterez. Et Moveo, notamment, sera en capacité de vous faire un retour sur des points d'amélioration. Et la labellisation est pour nous une façon justement de confirmer que ce travail amont a été fait. Et donc voilà, on vous incite à aller voir les pôles pour avoir ces conseils que nous, on n'a pas forcément la capacité de donner compte tenu de la volumétrie des projets.
Alors, on a expliqué les thématiques, le type de projet attendu et les critères de sélection. On va vous expliquer maintenant le fonctionnement du process et les éléments attendus à la clôture. Donc, c'est un concours qui fonctionne sur un principe de relève unique à chaque appel, ce qui veut dire que sur la 4e relève, qui donc se clôture le 8 octobre à midi, vous devez nous fournir un dossier complet tel qu'attendu. Donc, sur le site des opérateurs, vous retrouvez les dossiers de candidature. Le dépôt, le choix de l'opérateur se fait en fonction de la thématique que vous retenez. La décomposition du dossier de candidature, vous avez 2 grands axes. Vous avez les documents qui sont plus de niveau projet, donc c'est la présentation du projet qui est l'annexe technique en fait, avec un format imposé que vous retrouvez dans le dossier de candidature. On va attendre de votre part également un PowerPoint, à peu près 20 slides qui est le projet, l'annexe financière bien sûr qui nous explique les dépenses que vous allez présenter dans ce cadre, un résumé pour communication publique, et donc si vous êtes labellisé, comme on indiqué à l'instant, une lettre de labellisation, on l'attendra pour le jour de la clôture. Un deuxième type de documents ce sont des documents qui comptent un peu le porteur. Donc, on va avoir à la fois la présentation candidat, qui est également sur un format imposé que vous retrouvez dans le dossier, qui vous permet d'expliquer qui vous êtes, pourquoi vous venez, quels sont vos atouts dans ce cas. Ensuite, on va attendre tout un ensemble de documents administratifs. Donc, c'est vrai que côté ADEME, comme côté BPI France, on va demander pas mal d'éléments. Nous, côté BPI France, on est une banque, donc on sera attentif sur la justification des bénéficiaires finaux de la structure. On attendra tout ce qui est CABIS, RIB, BIA fiscal, pas mal de documents. Tout ça, c'est expliqué dans les dossiers, mais il faut s'attendre à montrer pas de blanche de ce point de vue-là. Enfin, bien entendu, on va attendre les prévisionnels économiques, le plan de financement du projet. Comme l'indiquait Anthony, on est attentif sur les prévisionnels, même si on est sur des modélisations. Bien entendu, vu les durées dans le temps dont on parle, c'est très important de nous expliquer quels sont les postulats qui ont été utilisés pour faire vos prévisions. Sur le plan de financement, on revient souvent à la question des fonds propres. Il y a 2 choses. Le plan de financement, il vise à ce que vous nous expliquiez en quoi vous êtes capable de faire le projet financièrement. Par ailleurs, il y a une condition de fonds propres qui sera posée au moment des versements. À chaque tranche de versement, on vous demandera d'avoir pour 1 euro d'aide cumulée, donc c'est-à-dire perçu et à percevoir sur l'appel de fonds que vous faites, 1 euro de fonds propres en face. Donc en gros, c'est une logique de 1 pour 1 qui est cumulative. Quand vous venez chercher l'avance, on veut que vous ayez en fonds propres au moins le montant de l'avance, et ainsi de suite. À chaque tranche, on va cumuler. Ce qui veut dire qu'il faut être attentif là-dessus sur la mécanique. On vous demande d'avoir des fonds propres qui, à minima, restent stables dans le temps, et dans la plupart des cas, en fait, s'accroissent dans le temps, et le but n'étant pas de vous contraindre, le but c'est de vous permettre d'avoir les fonds pour valoriser le projet à la fin de la phase de règle. Alors, sur le processus de l'appel à projet. On a donc la clôture qui est le 8 octobre à midi. On expliquait tout à l'heure qu'il y avait des petits projets. Si vous avez moins d'1 million d'euros de dépenses, c'est des gros projets. Si vous êtes entre 1 million et 5 millions d'euros, les processus vont être très légèrement différents. Si on prend le cas des petits projets, le 8 octobre à midi, vous déposez un dossier complet. Le projet est étudié donc sur la base papier par un comité d'experts qui va se réunir la semaine du 11 novembre sur cette vague, qui décide si vous êtes auditionné ou non. Ça veut dire qu'en fait, dès la semaine du 11 novembre, vous savez déjà ce qu'il en est du dossier. Les auditions pour les projets qui sont retenus à ce stade auront lieu les semaines du 25 novembre et du 2 décembre. L'audition, c'est 20 minutes de présentation formelle. Vous pouvez utiliser le PowerPoint que vous avez déposé et ensuite 20 minutes de questions-réponses avec le jury. Vous n'avez pas la réponse immédiatement. La réponse intervient à peu près 2-3 semaines plus tard. Il y a un comité de pilotage donc, qui va réunir à la fois les opérateurs qui animent l'appel à projet, les ministères concernés et le secrétariat général pour l'investissement, qui est un service du Premier ministre, qui donc prend la décision sur votre projet de moins d'1 million d'euros. Ça aura lieu avant les congés de Noël, donc à peu près fin décembre 2019. Donc si on récapitule, un projet de moins d'1 million d'euros, vous le déposez le 8 octobre à midi. Mi-novembre, vous savez si vous êtes auditionné. Fin novembre, début décembre, vous êtes auditionné si tout s'est bien passé. Et juste avant de partir au congé de Noël, vous avez la décision sur le projet. Si le projet fait plus d'1 million d'euros, il va y avoir une phase d'instruction complémentaire. Donc vous déposez également le 8 octobre à midi, étude papier du dossier, audition. Le comité de pilotage qui va se réunir fin décembre va décider si vous rentrez en instruction approfondie dans ce cas. Pour le projet de plus d'1 million d'euros, il y a une deuxième phase d'expertise dans laquelle on va faire appel à un expert externe et il y aura une session physique de questions-réponses supplémentaires qui vient s'ajouter au processus. Ça aura lieu sur le mois de janvier 2020. Donc, si le projet avance dans le processus, c'est à ce moment-là que se passera cette phase. Pendant cette phase, on définit donc notamment le seuil de déclenchement du retour pour l'État sur les avances récupérables. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez une décision finale qui aura lieu a priori début février.
Le conventionnement, dans les deux cas, il se fait avec l'opérateur qui vous concerne, et sauf cas particulier, on a à peu près 3 mois pour conventionner. Alors, on vous met les contacts des différents opérateurs en cas de besoin. Par ailleurs, on vous donne accès aux pages qui sont publiques, hein, bien entendu, sur les éléments de dépôt. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions là, via ces contacts. Et puis, on va laisser Geoffroy revenir sur le rôle de Moveo dans ce cadre. Alors, du coup, je reprends le contrôle et je vais vous partager mes slides. Voilà, donc c'est en train de se charger. Alors, je vais faire très rapide, hein, puisque je pense que vous commencez tous à avoir l'habitude du processus de labellisation. Dans un premier temps, je voulais vous représenter l'équipe qui s'occupe de l'accompagnement des projets. Donc, les 3 contacts surtout à retenir. Donc, c'est Nicolas Dattez pour tous les sujets mobilité intelligente, Florent Hanon pour les sujets sécurité des usagers de la route, et moi-même pour tout ce qui touche aux matériaux, au manufacturing et puis aux motorisations. J'essaie de faire défiler mes slides, ça reste coincé. Avec la souris, ça marche mieux. Alors, qu'est-ce que vous apporte la labellisation? D'une part, déjà, c'est de cibler le bon outil de financement. Hein. On fait une première analyse d'éligibilité avec vous avant que vous ne commenciez à monter un dossier, donc ce qui peut vous permettre d'éviter de perdre du temps en ciblant le mauvais appel parce que votre projet ne rentre pas dans les critères de l'appel que vous cibliez initialement. C'est vous permettre d'identifier, de contacter les bons partenaires, les bonnes compétences, et puis de consolider votre dossier, donc que ce soit sur les choix technologiques, l'état de l'art, la propriété intellectuelle, l'impact économique et la stratégie d'accès au marché, et l'éco-conditionnalité, qui est un critère qu'on voit apparaître dans de plus en plus d'appels. On vous permet également de bénéficier d'une session d'entraînement et de conseils aux euros. Et puis donc la labellisation, hein, ça a été dit auparavant, c'est une reconnaissance de la qualité de votre dossier par l'écosystème du pôle et donc par la filière automobile et mobilité. En fonction des appels, on vous accompagne également auprès des financeurs, donc ça peut être des réunions qui sont montées avec les régions, avec certains opérateurs si besoin. Et puis en fin de projet, on valorise systématiquement donc, les résultats de vos projets donc, sur les différents supports du pôle, donc, que ce soit le site internet, la newsletter, les événements du pôle. Et puis chaque année, on édite un book projet et produit donc, issu des projets labellisés par le pôle et donc qui est diffusé sur notre site internet et puis lors de nos événements. Et donc qui permet de mettre en valeur ce que vous avez pu développer dans le cadre des projets labellisés par le pôle. Ensuite, le processus de labellisation, donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'étapes. Hein. Donc la première qui est le premier échange avec le chargé de projet du pôle. Ensuite, on vous propose de faire une présentation devant un comité d'experts, donc qui sont répartis par thématique. On compte entre 15 et 20 experts à chaque fois par thématique. Ils ont tous signé la charte de déontologie du pôle et donc s'engagent à ne pas divulguer d'informations dont ils seraient amenés à prendre connaissance au cours de ces auditions. Néanmoins, s'il y avait de véritables conflits d'intérêts, on vous propose systématiquement d'écarter certains experts. Et donc, pour cela, on vous donne la liste de ces experts avant l'audition.
Si l'avis du comité est positif suite à cette présentation, donc on va vous demander le dossier de soumission sur lequel on va réaliser là encore une expertise et on vous remet un certain nombre de recommandations donc suite à la présentation et à la lecture du dossier pour vous permettre d'améliorer votre proposition. Ensuite, la labellisation elle intervient au niveau du comité opérationnel du pôle, donc c'est la troisième étape. Donc là, vous n'intervenez plus, c'est le pilote de la thématique concernée qui va présenter votre projet et donc qui va vous défendre devant le comité opérationnel qui statue sur la labellisation ou non de votre projet. Et enfin, donc la dernière étape, donc une fois que le projet est labellisé, on vous propose une dernière session d'entraînement auprès du MBA, donc le Moveo Business Accelerator, qui là, au contraire des comités d'experts techniques, est constitué de personnalités qui sont plus orientées business, stratégie d'accès au marché, qui sont par exemple dans des fonds d'investissement, qui sont dans des cabinets de conseil en stratégie, ou qui sont encore chefs d'entreprise, et donc qui vont vous conseiller donc, sur votre stratégie de développement à court et moyen terme. Voilà, et donc vous voyez que tout ce processus prend un certain temps, donc surtout ce qui est important, c'est de nous contacter suffisamment tôt, en amont du dépôt de votre projet, pour qu'on puisse vous accompagner dans les meilleures conditions possibles et que vous puissiez tirer le maximum de bénéfices de l'accompagnement du pôle. Voilà. On en a terminé pour la présentation. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je vois que pour l'instant, il n'y en a pas sur le chat. On vous laisse quelques instants s'il y en avait qui vous revenaient. Et on pourra conclure juste après. Alors moi j'ai quand même une question en attendant que les premières arrivent. Combien de projets avez-vous reçus dans le cadre de la vague 3? J'ai plus, je pense que c'était au global, on est à 190 à peu près pour hors France Agrimer. Je pense qu'on repassait au-dessus de 200 en ajoutant les projets de France Agrimer, à peu près 200. Et in fine, au bout du processus, je pense qu'on va faire une quarantaine de lauréats. D'accord. Après, d'une vague sur l'autre, les thématiques évoluent un petit peu dans leur contenu, et c'est vrai que ça a une très très grosse incidence sur le nombre de lauréats. Sur le volume de projets reçus. Voilà. Par exemple, le numérique a été très recentré sur les sujets techno, et sur les sujets techno en rupture, et ça a eu pour incidence que tous les projets numériques très axés usage qui venaient autrefois sur les fiches BPI France numérique ne viennent pas là. Et du coup, sur la question combien de projets sont attendus, là, malheureusement, on n'a pas d'outil de prédiction fiable pour vous donner l'information, mais globalement, c'est vrai que pour le retour d'expérience côté ADEME, les sujets type bâtiment ou ville durable sont des sujets pour lesquels les porteurs le nombre de porteurs est un peu plus limité que les sujets mobilité. Et c'est ce qu'on avait un peu vu dans la première slide où on montrait que le nombre de projets de la vague 2 était un peu inférieur à la vague 1. Et nous, inversement, sur la santé, par exemple, on a une thématique un peu plus ouverte là, donc on va faire plus de projets. Je pense qu'au global, on sera à peu près à 200 projets collectés. Très bien, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure, on va s'arrêter là. Je vois qu'il y a un message encore en cours de rédaction. On attend juste ce message. Bon, ben écoutez, merci à tous pour votre participation. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. À bientôt. Au revoir.